à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous accueillir donc, pour ce troisième ProTalk, le nouveau format du service d'orientation insertion entrepreneuriat pour booster REN. Et donc, c'est un ProTalk un petit peu particulier puisqu'il est en partenariat avec Pépi Bretagne et avec la Fondation RENA, donc qui interviendront tout à l'heure lors de la table ronde. Il est également particulier parce qu'on a le plaisir d'accueillir donc un alumni, Quentin Valenti, qui est devenu, qui était étudiant, puis étudiant entrepreneur, et puis maintenant qui est créateur d'une jeune pousse, d'une jeune start-up, Miecolo. Donc on va commencer en fait ce ProTalk par une présentation par Quentin de son projet pendant 20-25 minutes. On vous laissera ensuite 5 minutes pour poser quelques questions. Et ensuite, ce sera Barbara qui reprendra la main pour animer la table ronde, donc avec Quentin, toujours, et puis Myriam. Merci à tous et à tout à l'heure. Je laisse la main à Quentin. Alors, bonjour, moi je m'appelle Quentin. Je suis le fondateur de Miecolo. Miecolo, qui est une start-up qui vise à digitaliser le monde apicole. Alors, ma venue ici est un peu spéciale. C'est parce qu'en fait, j'ai une longue histoire avec l'université de Rennes. J'ai commencé, de base, je suis mon master. Et en fait, cette université m'a permis de transformer un projet universitaire en une start-up. Donc voilà, donc après, je vais vous parler un peu de mon parcours. Voilà, il faut ça. Alors, là, maintenant, je vais vous parler de Miecolo. Alors, qu'est-ce que Miecolo? En fait, Miecolo, nous, on va mettre à disposition des produits connectés à disposition des apiculteurs pour qu'ils puissent connecter leurs ruches à distance. Le principe, il est assez facile, c'est-à-dire que comme on peut le voir sur l'image, c'est qu'on va permettre aux apiculteurs de consulter l'état de santé de leurs essaims à distance via des informations telles que l'humidité, la température, le poids. Alors, si on prend le cas de l'humidité et la température, il faut savoir que si les courbes de l'humidité et de la température s'inversent, on peut par exemple prévenir d'un essaimage. Un essaimage, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple la reine qui veut quitter la ruche et ça se fait en 2-3 heures top chrono. Donc, Miecolo va venir alerter l'apiculteur et lui permettre d'aller sauver sa ruche. On va également transmettre le poids. Le poids, ça renvoie une information par rapport à la quantité de miel produite. Mais on va également pouvoir anticiper certains événements apicoles, tels que le traitement du varroa. Le varroa qui est un petit insecte qui vient se mettre sur les larves des abeilles. Voilà. Notre solution s'adapte aussi bien au téléphone qu'aux ordinateurs, et on va vraiment cibler les apiculteurs à la fois amateurs mais également professionnels. Les amateurs, ils possèdent souvent un métier à côté, on va leur permettre de pouvoir consulter leur ruche à distance sans forcément avoir de stress ou d'appréhension. On va également travailler avec les apiculteurs professionnels qui possèdent plusieurs milliers de ruches, et on va leur permettre d'optimiser leur visite de rucher. Ça veut dire qu'ils n'auront pas forcément le temps de voir les 250 ruches sur leur rucher. Miecolo va leur permettre de pouvoir identifier les ruches qui sont plus faibles et pouvoir aller les aider en leur apportant de la nourriture notamment. Alors, il faut savoir que... Est-ce qu'on peut revenir à la diapo? Alors, il faut savoir que en fait, nos bêta-tests, ils ont commencé avant même que je crée l'entreprise, c'est-à-dire que j'ai commencé lors de mon stage et à les tester chez des apiculteurs aguerris. Ensuite, lors de ma création d'entreprise, j'ai poussé un peu plus les tests chez des apiculteurs de Bretagne
sur vraiment des ruchers, sur plus de produits. Et en fait, là, c'était un prototype assez intéressant parce qu'en fait, c'est un prototype industriel. Ça veut dire que si ce prototype fonctionnait, derrière, je pouvais en fabriquer une quantité pour pouvoir permettre aux apiculteurs de l'acquérir. Alors là, sur les images que l'on peut voir, à gauche, on a le rucher de l'île. Donc, il faut savoir qu'un apiculteur, il possède environ une cinquantaine de ruches. Ça veut dire que Myécolo, nous, on ne va pas travailler non seulement sur une ruche qui est connectée, mais vraiment, on va travailler sur un rucher connecté. Alors, un rucher connecté, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'en fait, on a une ruche principale qui va récupérer les informations des ruches secondaires et l'envoyer sur notre application. Ça va permettre de faire des gains matériels, mais également de proposer un seul abonnement par rucher aux apiculteurs, ce qui est très intéressant pour eux. Après, sur les deux autres photos, on peut voir un rucher en Bretagne, où là, on est sur un mini-rucher. Et sur la deuxième image, on voit un tracteur, c'est-à-dire qu'on va également lutter contre le vol de ruches. Il faut savoir qu'une ruche, ça peut atteindre 600 €, donc il y a une explosion de ces vols. Nous, on va venir lutter ça va générer une alerte qui va nous permettre d'avertir l'apiculteur et de pouvoir déjà lui proposer soit d'activer la fonction tracking, si c'est un vol, mais aussi, si ce n'est pas un vol, de pouvoir annuler la track. C'est-à-dire que notre dernier produit, en fait, dans le monde apicole, on est quand même contraint à des grosses problématiques par rapport à nos produits. Ça veut dire que les ruches ne sont pas forcément en milieu urbain. Ils sont souvent à la campagne, dans des zones blanches ou des choses comme ça. Ça veut dire que nous, on a vraiment dû travailler sur toute la partie réseau télécom pour pouvoir bien transmettre les informations sur le cloud. C'est pour ça que Myécolo propose une solution télécom avec plusieurs niveaux de sécurité pour transmettre le mieux possible les informations provenant des ruches. On est également fort de notre balance qui est à peu près à 30 grammes de précision et qui va résister aux intempéries et venir vraiment s'adapter à la ruche. Le design il a été réfléchi de sorte à ce qu'on vienne s'adapter au monde apicole. Ça veut dire qu'on est vraiment parti d'une ruche pour développer notre produit. Notre ruchier, il est totalement autonome en énergie. Et pour la petite histoire, quelque chose qu'on a dû retravailler, c'est par exemple le panneau solaire que l'on voit derrière la ruche. Et en fait, les apiculteurs qui travaillent derrière la ruche. Du coup, on a dû le mettre devant la ruche. Et c'est pour ça en fait, que c'est très important en fait, de travailler toujours avec son client et notamment les apiculteurs. Le plus grand défi pour Myécolo, ça veut dire sur lequel on combat tous les jours, c'est vraiment de rester sur un prix abordable. Il faut savoir qu'une ruche connectée à l'heure actuelle, ça existe déjà. Et en fait, les prix, ils sont à 200 € minimum. Et ça peut monter jusqu'à 887 € pour une ruche. Il faut savoir qu'une ruche rapporte à un apiculteur 200 € par an. Ça veut dire qu'en fait, ces prix ils sont trop élevés pour eux et en fait, ça ne correspond pas au marché agricole à l'heure actuelle. Donc, c'est cette problématique que Myécolo va venir répondre. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, on travaille en partenariat avec l'Université de Rennes, qui m'a accompagné lors de la création de mon entreprise, notamment grâce à Pépi Bretagne et à la fondation de Rennes, mais également grâce à ma formation qui m'ont permis d'avoir des locaux à disposition pour faire travailler les étudiants sur le projet. Derrière, on travaille également avec des fabricants et des fournisseurs de composants électroniques tels que Arrow et Lurs Électroniques pour toute la partie électronique embarquée. Les designs qui sont pensés, réfléchis
est conçu dans nos locaux et on est capable à l'heure actuelle de fabriquer des prototypes nous-mêmes. Donc, on a également une expertise mécatronique derrière. Pour tester nos produits, le syndicat apicole pour avoir un retour des apiculteurs et permettre d'améliorer et de faire progresser nos produits. Par la suite, on est en train d'intégrer de l'IA dans notre produit pour vraiment cibler les alertes en fonction du besoin des apiculteurs. Du coup, là, sur l'application, sur le smartphone, on peut voir l'application qui est maintenant disponible en ligne sur Internet. Donc, voilà, en tout cas, je vous remercie tous de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Les questions vont peut-être venir au fur et à mesure. On va pouvoir peut-être basculer sur la table ronde. Donc, je vais inviter Myriam Ravalet, la déléguée générale de la Fondation RENA, à nous rejoindre, et Barbara Prudhomme, qui est coordinatrice sur la plaque rennaise pour Pépite Bretagne, ainsi que Quentin vous asseoir. Là, moi, je vous rejoindrai tout à l'heure pour les questions, les questions qui apparaîtront peut-être dans le chat. Si on a. Et donc, évidemment, dans la salle, vous avez le droit de poser des questions. Alors, est-ce qu'il y a une première question? Toujours la première qui c'est le projet. Oui. Je ne sais pas si. Il faut appuyer sur le. Moi, j'avais une question toute simple pendant ta période d'étudiant. Comment est-ce que tu avais fait une étude de marché, quelque chose pour te dire je peux me lancer, je vais créer une boîte, il y a un marché concret derrière et je vais pouvoir développer cette activité? En fait, à la base, on avait plus fait une étude, on n'avait pas fait une étude de marché. On a fait une étude de marché, mais pas tourner business, etc., savoir s'il y avait un besoin, mais plus une étude de marché technique. Ça veut dire qu'en fait, on a regardé les balances qui étaient sur le marché et on s'est aperçu qu'au final, ça ne répondait pas du tout aux besoins des apiculteurs. On s'est rendu compte également de la qualité qui était proposée aux apiculteurs. Et pour la petite histoire, en fait, pour comprendre comment fonctionnait une balance, la première étape, c'est d'acheter un pèse-personne, de le démonter, de regarder comment ça fonctionne, et ensuite on comprend comment on pèse. Mais en fait, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, dans le milieu apicole, on vend des pèse-personnes aux apiculteurs à 300-400 €. Donc moi, en tant qu'étudiant, j'étais quand même quelqu'un d'intègre, et je me suis posé la question, comment on en est arrivé à ce gap-là de prix? Comment on peut proposer un pèse-personne à 300 € à des apiculteurs? Et en fait, c'est pour ça que je me suis lancé dans le projet, c'était pour comprendre ça et pour pouvoir proposer quelque chose qui répond plus au marché. Et ensuite, après, dans un deuxième temps, j'ai rejoint Pépite et la fondation de RENA qui m'ont permis de faire une étude de marché. Donc, c'était tombé en plein Covid et j'ai appelé à peu près 40 à 60 apiculteurs pendant qu'ils étaient confinés. Moi, j'étais confinée aussi, donc j'avais que ça à faire. Mais du coup, ça m'a permis de voir et d'identifier un réel besoin chez les apiculteurs. Moi, j'avais une question sur. Alors, tu n'as peut-être juste pas précisé ta formation, c'est-à-dire mes enseignants m'ont aidé, mais si tu peux juste préciser ta formation. Alors, moi, j'ai fait un DUT électronique, automatique, énergie électrique à Lille, qui s'est poursuivi en licence générale, toujours à Lille. Et en fait, j'ai intégré l'université de Rennes pour un master EA, électronique, énergie électrique, automatique. Et en fait, j'ai rejoint je me suis spécialisée dans tout ce qui est système embarqué. Et par mes expériences, moi, je me suis encore plus spécialisée dans tout ce qui est objets connectés. Donc voilà.
En fait, le système embarqué, c'est quand on prend de l'électronique et qu'on peut un peu embarquer un peu où on veut, etc. Donc, c'est tout ce qui est téléphone, ordinateur portable, objet connecté. Et la suite, après, ça vient d'où, ces passions pour les abeilles? Est-ce que du coup, dans ta famille ou dans ton cercle proche, tu connais bien les apiculteurs? Pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais résoudre un problème les apiculteurs qui sont concernés c'est quoi la relation que tu avais et comment ça t'est venu un petit peu cette idée-là? En fait, à la base, moi, j'ai toujours eu un petit penchant pour les animaux. Ça veut dire que déjà, étant jeune, j'avais développé une couveuse avec mon frère. Et en fait, on faisait naître des œufs, donc, en petits poussins. Donc, on pouvait faire. Et à la fin, ça évoluait. À la fin, on ne faisait plus naître seulement des poussins, mais on faisait naître des faisans dorés, des oies de race, des canards avec des crêtes sur la tête, des poules qui pondaient des œufs verts. Ça, c'est tout ce qu'on a pu faire. Et donc, voilà. Et en fait, à l'université, pendant ma première année, on m'a dit, si tu veux, tu peux travailler sur une ruche, essayer de mettre de l'électronique dedans, récupérer des capteurs et voir si ça peut répondre à un besoin pour les apiculteurs. Et après de ça, j'ai commencé à développer le projet. Et au fur et à mesure, le projet s'est de plus en plus concrétisé. Il a reçu aussi un engouement de la part de pas mal d'entités, que ce soit à l'université, mais également par la suite. Et donc maintenant, à l'heure actuelle, j'ai créé la start-up et je m'aperçois qu'au final, le projet, il est encore en train de grandir parce que même les apiculteurs, en fait, ils s'en sont friands. Et donc maintenant, il faut leur livrer les balances. S'ils ne sont pas friands, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché. Mais après, ça, pour moi, c'est un peu la problématique aussi, c'est qu'en fait, pour les ingénieurs, on n'a pas du tout la même façon de penser que les autres entrepreneurs. Ça veut dire que nous, on pense vraiment produit, on pense la qualité du produit, on pense tout ça. En fait, au final, derrière, il y a un grand monde et entre ce que nous, on pense et la réalité, il y a toujours un petit obstacle. Et ça, c'est un peu... C'était dur, je me rappelle au début de sortir et de dire non, Quentin, tu ne vas pas travailler sur ton prototype, tu vas travailler sur l'étude de marché, puis tu vas appeler les apiculteurs pour les écouter un peu. Et ça, oui, comme tu dis, on n'est pas habitué quand on a un profil plutôt ingénieur technique, on est plus centré sur la solution que son utilisateur. Voilà, c'est ça. Mais ça veut dire qu'en fait, moi, quand j'étais à l'université, j'ai travaillé sur le produit et limite, j'avais le produit et je me lançais dans la phase d'études de marché. En fait, dans la vraie vie, ça ne se fait pas du tout comme ça. C'est-à-dire que dans la vraie vie, c'est limite, on a une idée, on vend l'idée, on vend le concept et après, on le réalise. Et pour moi, en tant qu'ingénieur, c'était inconcevable. Mais bon, j'ai fait des progrès depuis. Il y a des questions, vous êtes... Oui. Alors, moi j'ai une question par rapport à cette étude de marché. Elle a été basée sur quoi? Parce que c'est un formulaire à remplir, donc c'est un prototype que vous avez donné aux agriculteurs pour qu'ils puissent tester le produit afin que vous ayez une idée de l'avancée de votre projet. Comment tu t'y es pris, justement? J'ai profité du confinement pour appeler les apiculteurs. Tu leur disais quoi quand tu les appelais? Comment tu les trouvais? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait un formulaire? Des choses qu'on peut entendre aussi quand on est sur la création d'études de marché. Je pense que j'avais entre 5 et 10 questions à peu près. Mais il faut savoir que les apiculteurs, ils sont bavards. Donc à la fin, il y a toujours plein d'informations. C'est du genre, est-ce que vous avez entendu parler des ruches connectées? Quelles sont vos problématiques? Quel est votre taux de perte par rapport à vos essaims cette année? Quelles sont les causes? Quel prix vous êtes prêt à mettre pour éviter ces pertes? C'est genre de questions d'où vous venez, combien de ruches vous avez, combien de répartis en combien de ruchers. Et après, en force de ça, et aussi demander s'ils avaient aussi déjà pris des produits chez la concurrence, s'ils connaissaient les ruches connectées. C'était plus de l'échange, on va dire, individuel téléphonique que envoyer un Google Form sur Facebook, par exemple. Je ne pense pas qu'il y ait plus ça, parce que
souvent, voilà, on pense qu'on veut créer un projet, voilà, faire un formulaire en ligne, il faut le diffuser à fond. Mais en fait, non, il faut juste au départ aller interroger la première cible susceptible d'être intéressée par un projet. Et donc là, tu n'as pas fait de questionnaire, tu as pris ton téléphone et tu es allé directement. Ouais. Faut savoir qu'au final, bah moi, je pense qu'on a fait une étude sur Facebook, on s'est fait incendier parce que les gens, en fait, ils ne veulent pas acheter, donc on leur parle de prix ou de choses comme ça, ils se ferment un peu. Mais par contre, quand on parle avec les gens, bah souvent on a toujours un retour plus aimable, ils donnent plus d'informations, ils voient qu'on s'intéresse à eux. Et un peu ce côté social, il est très très important, je pense, pour bien définir sa cible. Et après, tout à l'heure, tu me demandais par rapport à ton étude de marché, mais derrière, tu auras toutes les portes qui vont s'ouvrir devant toi si tu trouves un petit élément innovant et différenciant par rapport à ce qui existe actuellement. Donc là, si je résume, ce que tu faisais, c'était plutôt les appeler pour comprendre leur fonctionnement à l'heure actuelle, comment ils traitaient cette question, comment ils s'occupaient de leur ruche, est-ce qu'ils avaient des paires, est-ce qu'ils utilisaient les ruches connectées. Et après, du coup, une fois que tu te proposais ta solution, comment tu faisais, ou une fois que tu avais sorti ton produit, tu les as rappelés? En fait, je me suis fait des contacts après, mais je ne l'ai jamais rappelé. Et c'est vrai que je devrais les rappeler. Mais non, mais au final, c'était vraiment plus un échange pour savoir qu'est-ce qu'ils attendaient, pour mieux comprendre en fait pour mieux comprendre le besoin des apiculteurs. C'est vraiment pour me mettre à leur place, etc. Et derrière, au final, j'ai eu pas mal de profils différents. Donc, c'était ça aussi qui était bien. Mais après, à l'heure actuelle, je sais que si je mets si on fait un petit post ou on communique un petit peu sur notre projet, on va avoir beaucoup de demandes par rapport à des clients. Donc, derrière, il faut aussi qu'on assure la production. Donc, c'est ça aussi qui est... Il faut bien faire matcher les deux. C'est bien, vous avez parlé de la production de produits. Alors, la question qui se pose, quand vous avez passé cette phase d'idéation, en échangeant avec les agriculteurs et en faisant ces études de marché, comment vous avez pu obtenir le financement derrière? Est-ce que vous êtes parti avec des petits moyens, genre votre carte électronique que vous avez développée dans le labo, qui ne sert à rien, ou vous avez parti sur une demande de financement auprès d'un entreprise pour pouvoir au moins avoir un an de minimum qui vous permettra derrière de pouvoir concrétiser votre projet? En fait, des financements, par rapport au financement, la France, elle nous aide beaucoup. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça soit un frein au développement d'un projet, en fait. Dans mon cas, moi, la première étape, souvent, pour le financement, c'est la love money. Ça veut dire aller voir par rapport à ta famille. Là, c'est la première étape, souvent. Ensuite, tu construis un peu ta preuve de concept. Et c'est là où tu vas vraiment venir, dans un deuxième temps, aller chercher plus de financement. Moi, juste que tu mets derrière. Okay. Une preuve de concept, c'est juste... moi, dans le cadre de mon projet, c'était juste une balance. Tu envoies les données. En fait, c'était plusieurs balances qui passent par une balance principale qui envoie les données. C'était mon innovation. Et à partir du moment où j'ai réussi à faire fonctionner ça et à le faire valider et montrer qu'il y a des apiculteurs qui sont intéressés, ça, c'est valider ta preuve de concept. Et donc, après, tu peux aller chercher plus de financement en fonction de ton projet. Après, il faut quand même aussi cocher des cases dans les projets. Ça veut dire que si tu fais, par exemple, tu as des cases militaires, tu as écologique, environnemental par rapport aux prestataires. Moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai été lauréat des projets les plus innovants de France par la French Tech. Donc, ça veut dire que j'ai pu à la clé. Et ça m'a permis de concrétiser un peu mon projet. Mais après, ce qu'il faut, en fait, c'est qu'il ne faut pas que tu aies peur d'aller vers les gens.
et de demander aux incubateurs, de demander à la French Tech et de voir si ton projet peut les intéresser derrière. Peut-être, tu as aussi pu bénéficier d'une aide à la fois à la fondation et ouais, ça veut dire qu'en fait, nous, dans notre diplôme, on doit faire un stage de fin d'année, mais pour le master, et la première année, on n'a pas forcément de stage. Et en fait, l'université de Rennes, ils m'ont permis de justement pouvoir faire un stage qui n'est pas obligatoire, mais qui m'ont permis d'être rémunéré, et également mon stage de 6 mois de le faire sur mon projet. Donc ça, c'est un gros plus pour la réalisation et la concrétisation d'un projet. Derrière, j'ai également eu une aide financière de 2 000 € pour réaliser des premiers prototypes. Après, j'ai bénéficié de l'encadrement des enseignants, de Pépite, parce que Pépite, ça veut dire qu'on a un chargé, de projet un peu qui s'occupe personnellement de nous, en nous donnant des conseils, etc. Et moi, comme j'étais un profil technique, ça m'a permis d'avoir les premières clés pour tout ce qui est business, communication, marketing, tout ça, que je n'avais pas du tout dans ma formation. Je voudrais aider une question. Comment est-ce qu'on qualifie les principaux obstacles ou les principales aides justement pendant cette phase amont, avant la création de l'entreprise? Comment vous les qualifiez? Quels ont été vraiment les obstacles qui relevaient du parcours du combattant, ou au contraire les aides qui vous ont vraiment permis de franchir un cap? Moi, de ce côté-là, ce n'était pas trop le parcours du combattant. Les portes sont un peu toutes ouvertes comme ça, mais après, il faut savoir qu'on ne peut pas sauter des étapes, etc. Pour moi, il y a une structure. Ça veut dire que la French Tech, par exemple, quand j'ai été acceptée par la French Tech, avant, juste leur dire que j'étais étudiant entrepreneur, que j'ai participé à Pépite avec la Fondation Rennes, leur expliquer un peu mon parcours, ça va de sens après que j'arrive à la French Tech. Et donc voilà, c'est-à-dire que vraiment, il y a tout qui se lie les uns aux autres et ça nous permet d'évoluer. Et est-ce que c'est facile justement à l'université de Rennes, quand tu as dit à tes enseignants, moi je veux faire mon stage sur mon projet de ruche connectée, et puis est-ce que c'est possible que je fasse ça? Et comment ça s'est fait? Tu as demandé l'accord de la Fondation Rennes pour avoir une bourse sur ton projet? C'était quoi un peu les étapes? Est-ce que tu te rappelles? Les étapes, c'était que normalement, j'avais un invité qui devait venir. Et en fait, c'est une personne quand même intéressante pour le projet parce que elle s'appelle François Morin. Et en fait, moi, je n'ai pas encore tout très bien compris, mais c'était un partenaire qui m'a proposé 3-4 projets. Et moi, j'ai dû, du coup, il m'a proposé la ruche connectée, parmi tant d'autres. Et moi, j'ai choisi celle-là. Et derrière, après, j'ai travaillé sur la avoir des contacts par rapport à la fondation, par rapport à Pépite, etc. Le premier contact que j'ai eu, c'était Barbara. Mais sinon, c'était parce que justement, j'ai rencontré cette personne-là que je pense que je me suis lancée dans cet entrepreneuriat. Mais après, par rapport à ma formation, en fait, on a beaucoup on n'a pas beaucoup, mais je pense qu'une fois par an, un peu l'entrepreneuriat. Nous, c'était YouTube. Mais c'est comme quand on est étudiant, on ne se dit pas, allez, on va créer un projet comme ça, etc. Mais en tout cas, moi, c'est parce que justement, je suis rentrée dans la sphère entrepreneuriale de ce côté-là. Après, par rapport à ma formation, ils ont été très, très ouverts. Ils m'ont bien accompagné, bien supporté. Et on sentait que c'était un projet aussi qui leur portait à cœur et qui m'ont soutenu. Et encore maintenant, j'ai encore des bons liens avec eux. Donc pour vous, en fait, ça n'allait pas de soi de devenir étudiant entrepreneur. C'est parce que finalement, vous avez eu une opportunité pendant la formation que ça vous a donné cette idée. Mais
c'était pas quelque chose qui était programmé, on va dire. Moi, quand j'étais étudiant, je ne réfléchissais pas trop à ce que je voulais faire après mes études. Après, comme je faisais un diplôme un peu ingénieur, je me suis dit que j'allais devenir ingénieur, mais je ne me suis pas dit non, je vais faire entrepreneuriat. Enfin, je vais faire entrepreneur. Par contre, je sais que d'un point de vue dans ma vie un peu de tous les jours, j'entreprends quand même pas mal de choses. C'est-à-dire que je suis du genre à aller dire à mes amis, allez, on va là, on fait ça, etc. Donc, ça va tu organises des repas à table. Ouais, les repas à table. Après, pour la petite histoire, j'aime bien. J'ai un peu des amis un peu de toutes les nationalités. Et quand j'étais étudiant, j'aimais bien faire peut-être un repas tunisien, un petit repas chinois. Moi, des fois, je faisais un repas français. Et du coup, je partageais déjà pas mal de liens avec les gens, et notamment les cultures. Et donc, c'est important d'avoir cet esprit finalement ouvert et d'opportunité, pour les rencontres. Ouais, c'est très important quand on entreprend, parce que tout seul, en fait, on n'est rien tout seul. Ça veut dire que aussi bien dans l'équipe, ça veut dire que nous, par exemple, à Mécolo, ou aussi bien par rapport aux partenaires, par rapport aux prestataires, en fait, ce n'est pas eux qui vont venir à nous. Du coup, c'est toujours à nous d'aller vers les gens. Et le premier contact, il est important parce que si ça ne matche pas, on ne suit pas derrière. Donc, il faut vraiment être ouvert aux personnes. Et même par rapport aux apiculteurs, moi, je pense que dans mon projet, un peu ce qui a fait la force, c'est que vraiment, je me suis mis à la place des apiculteurs pour pouvoir les aider. C'est ce qu'on demande à beaucoup d'entrepreneurs, de se mettre à la place de leurs clients pour mieux les comprendre et mieux les aider. Est-ce qu'il y a des questions? Cette fois-ci, c'est une question un peu plus technique. Donc, dans cette posture d'entrepreneur, vous avez parlé tout à l'heure de votre politique de sécurité, que les échanges entre applications anti-électroniques, c'est des échanges de sécurité. Est-ce que vous avez fait une estimation de cette politique de sécurité? Et combien ça vous a coûté en termes de chiffres de vos sociétés? La sécurité par rapport aux données des utilisateurs? Par rapport aux données des utilisateurs, mais aussi par rapport aux échanges qui sont effectués entre le smartphone, par exemple, et le boîtier qui est mis sur la bouche. C'est vrai que c'est un budget qui est quand même assez conséquent, c'est vraiment le strict minimum de sécurité. Après, c'est quand on développe son produit, en fait, on a un peu le chef de son produit. Ça veut dire que tu contrôler les technologies que j'ai utilisées, de mes produits. Ça part de l'électronique embarquée, pas qu'on vienne craquer mes ruches à distance. Ça part aussi par rapport à l'envoi des données pour que le réseau il soit sécurisé et qu'on ne puisse se connecter aux ruches sur l'application. Et derrière l'application, après ça, c'est les développeurs qui s'en chargent. Après, il y a toutes les informations un peu sécurité, telles que les informations bancaires, où là, en fait, c'est vraiment la banque qui les gère. Donc, nous, on n'y touche pas. Et ça permet d'atteindre quand même un bon niveau de sécurité par rapport à notre application et nos produits. Mais en fait, ça, on l'a fait. Après, je pense que la sécurité pour une entreprise, c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne. Ça veut dire que déjà, il faut valider le produit, il faut trouver les clients, il faut faire tout ça. Et après, on parle de sécurité. Justement, est-ce que tu... Alors, on va faire plutôt dans l'autre sens. On va partir de avant, plutôt nous dire après là où on est. Est-ce que tu peux retracer un peu les grandes étapes? Donc, tu as fini tes études il y a combien de temps? Quand tu as toqué à la porte de la Fondation Rennes 1, du coup, est-ce que tu sais quand est-ce que c'était? Est-ce que tu peux aussi un peu plus rentrer dans le détail sur ce que tu as apporté à la Fondation Rennes 1, par exemple? Je pense qu'on peut le dire aussi, le montant d'indemnité de la bourse par mois. Là, c'est technique. C'est pas une question. Après, moi, je ne suis pas très bon dans les dates, mais je vais essayer de m'en sortir. De te rappeler. Non, 2022. Ouais, 2022. Je pense que là, ça va faire un an et demi que. Ouais, ça va faire un an.
En fait, j'ai créé. Ouais. Covid, c'était 2020. Ouais, mais je pense que je vais partir de maintenant, ça sera, okay, ça sera plus facile. Ouais, après, je peux partir. Après, il faut que je fais les calculs. 1 an et demi, ça fait 2 ans. Bon, on va dire que j'ai commencé ma première année de master. En fait, ma première année de master, je suis arrivée 6 mois à Rennes. Et après, en fait, j'ai commencé à travailler sur mon projet. Ça veut dire que j'ai travaillé sur mon projet pendant mon semestre 2 de master, où là, c'était vraiment, pour ceux qui connaissent en technique, c'est une Arduino avec quelques capteurs et puis voilà. Ensuite, ça veut dire que pendant mes 6 mois de semestre 2, c'est là où j'ai rencontré la fondation de Rennes 1 qui m'a permis de faire un stage de 2 mois pendant l'été, donc juillet-août, sur mon projet pour commencer un peu à le développer un peu plus. Donc là, j'ai vraiment développé toute la structure technique du projet. Et juste quand tu dis faire le stage de mois, il y avait une indemnité ou pas? Oui, là, il y avait une indemnité de. Je pense que c'était rémunéré pendant un stage. Certification de stage. Ouais. Donc, 387 en plus, hein. Je pense que c'est 600 € par mois. Mais à l'époque, c'était moins. Ouais, c'était moins. Ouais, c'était 4. Ah, mais ça augmentait un petit peu. Mais, 480, je pense que c'était 495 €. Ok. Enfin, 400, 500 dans ces eaux-là. Mais, ouais. Mais donc, voilà. Et ça pendant les 2 mois. Pendant les 2 mois, voilà, effectivement, où j'étais justement avec une cube. Donc là, tu avais un suivi, tu n'étais pas 2 mois tout seul, juillet, août. J'étais 2 mois, j'étais pas suivi, j'étais 2 mois tout seul. Après, j'étais quand même avec mon enseignant référent, Gislain Nobel, qui est dans la salle, et qui, lui, par contre, m'a apporté tout son soutien d'un point de vue technique. C'est-à-dire que là, les 2 premiers mois, c'était vraiment la technique. Ouais, où j'ai été supportée par justement les enseignants de ma formation. J'étais aussi avec d'autres étudiants qui faisaient un stage à l'université. Donc voilà, mais l'université m'a permis d'avoir déjà des locaux, etc., pour passer un stage. Après, ensuite, la deuxième année, c'est-à-dire que pendant les projets universitaires, j'ai travaillé sur mon projet Mécolo pour le développement un peu technique, etc. Et c'est-à-dire que la deuxième année de master, c'est 6 mois en école et après, il y a 6 mois en entreprise. En fait, moi, là, c'était là où il y avait le Covid, avec on devait rester chez soi. Confinement, voilà. On oublie. Ouais. C'est bien. Ouais. Mais, du coup, j'ai dû rester chez moi j'ai dû rester chez moi parce que j'étais confinée, mais ça m'a quand même permis, du coup, la fondation et Pépi projet avec l'accord de mon responsable de filière pour valider mon stage. Ce stage, il était un peu spécial parce qu'en fait, c'était un stage qui validait à la fois mon cursus d'ingénieur, mais également qui validait toute mon année d'étudiant entrepreneur avec les deux. Est-ce que tu peux du coup, détailler un petit peu? Donc, tu avais le diplôme étudiant entrepreneur et toi, tu es arrivé au moment du programme Starter, donc plutôt la partie après la phase d'émergence. Est-ce que tu te souviens quand tu es arrivé, c'était à distance. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as rencontré d'autres étudiants entrepreneurs? C'était quoi un peu le contenu que tu avais? Comment ça s'organisait? En fait, ma promo, c'était en visio. Donc, je ne les ai jamais vraiment rencontrés, à part à la fin. Mais en fait, ouais, c'est en fait le support. En fait, on a des cours, on était accompagné aussi par un référent derrière. Et après, on avait aussi de la liberté en autonomie pour faire avancer notre entreprise. Mais le support de cours, il était quand même très bien pour moi, dans le sens où je partais de zéro en business, en management, en communication digitale, en marketing, en tout. Et au final, ça m'a apporté les bases pour ensuite, derrière, pouvoir créer une start-up derrière. Donc, et je trouve que le niveau, il était quand même, c'était quand même un bon niveau, dans le sens où on va même jusqu'à nous apprendre à comment planifier nos semaines quand on est un entrepreneur pour rien oublier, rien négliger et avoir déjà les premières bases pour créer son entreprise derrière. Après, c'était un format un peu en un an, mais ça m'a apporté quand même pas mal de savoir. Vous avez un workshop par semaine et puis là, tu dis, je crois que c'était Cécile,
du coup, ma collègue de Pépite, qui te suivait. Du coup, c'était un rendez-vous téléphonique tous les 15 jours, je crois, pour faire le point sur ton projet. Et tu avais un mentor aussi c'était François Morin, du coup, qui continuait à te suivre. Non, ce n'était pas François Morin, c'était quelqu'un d'autre. Mais avec le Covid, c'était quand même assez compliqué d'échanger avec lui et pour moi. En plus, on était quand même vachement occupés tous les deux. Mais du coup, non, le mentor, ça n'a pas trop porté ses fruits. Mais par contre, l'accompagnement de Cécile, il a vraiment apporté beaucoup de choses et les supports de cours aussi. Et après aussi, également, j'ai échangé avec Après, c'est un écosystème. Hein. Ça veut dire qu'à partir du moment où on rentre dans l'écosystème entrepreneuriat, on commence à se faire des contacts et des contacts. Après, ça évolue très, très vite. Et juste déjà de parler avec les étudiants entrepreneurs, on connaît les dispositifs de financement notamment. Mais voilà. Mais du coup, c'était ma première intégration dans un univers entrepreneur. Et tu as côtoyé aussi des étudiants qui n'étaient pas du tout du même milieu que toi. Vous n'aviez pas du tout les mêmes projets. Ça allait de la restauration, justement, Roche Connectée. Ouais, ça allait des petits biscuits. Ça allait Il y a d'autres questions? Est-ce que vous auriez aimé que finalement, pour la fondation, en ce qui me concerne, moi je n'étais pas là, donc je n'ai pas d'historique sur votre parcours, hein, mais je suis ravie par contre d'être présente. Est-ce que vous auriez aimé finalement qu'il y ait plus de dispositifs, puisque effectivement ça a été essentiellement des gratifications de stage, des substitutions de stage en entreprise, donc voilà. Qu'est-ce qui vous auriez aimé avoir? Peut-être, alors pas vous directement, mais aussi en échange avec d'autres étudiants que vous avez côtoyés dans le cadre du dispositif LEFI. Après, moi, je pense que par rapport à l'argent, je n'ai pas trop eu de problème. Mais après, c'est parce que j'ai également été supportée par du coup, mon master en technique. Donc, c'est-à-dire que si j'avais un composant, etc., c'était eux qui m'avançaient. Et voilà. Après, dans un deuxième temps, j'ai quand même eu la fondation qui m'a du coup mis 2 000 € à disposition. Donc, tu as eu la bourse, tu as eu le financement, l'indemnité de stage, plus une aide de 2 000 €, c'est ça? Ouais, mais 2 000 € c'était pour les composants. Ah oui, d'accord. C'était pour l'aide technique du projet. Ouais, c'était pour le matériel. Voilà. Donc, d'un point de vue financier, je trouve que c'était bien. Après, moi, je pense que j'ai pas un petit regret, mais quand même, c'est que je pense que dans mon cursus, dans les projets, je trouve qu'il y a pas mal de projets intéressants qui pourraient même aboutir à une création d'entreprise. Et au final, les étudiants, ils ne savent pas qu'on peut créer notre entreprise d'un projet, en fait. Et on a eu quoi? On a eu peut-être 1 heure en un an d'une personne qui a expliqué ça, mais on n'a pas forcément eu de choix entre être ingénieur et créer son entreprise. C'était plus être ingénieur et l'autre voie, on ne la connaît pas forcément. Donc voilà. Donc, c'est plus en termes de départ, finalement, encouragé à la démarche. C'est ça. Il y a d'autres questions? Une question, c'est par rapport au fait une phase de construction de votre entreprise, vous avez pensé à breveter votre projet. Si c'est le cas, comment vous avez fait? Alors, le brevet, c'est une longue histoire. Hein, parce que le brevet, en fait, j'ai une idée, mes concurrents, ils vont me l'appliquer, et au final, tes concurrents, ils ne disent jamais ton idée. Mais par contre, toi, du coup, tu n'oses pas parler, tu n'oses pas communiquer, tu as peur qu'on pique ton idée. Au final, l'idée, il faut la partager, parce que les gens, ils sont plus là pour t'aider qu'autre chose. Et donc, voilà. Mais après, moi, j'ai quand même été jusqu'au bout pour protéger mon idée, et j'ai déposé un brevet européen. Faut savoir qu'un brevet européen en France, ça coûte à peu près 5 000 € pour le dépôt, plus 5 000 € par an pendant 5 ans, plus, voilà, du coup, ça impacte d'un point de vue prix, c'est impactant sur l'entreprise.
Après, il y a quand même des subventions par rapport au gouvernement pour réduire la dépense. Par exemple, quand tu déposes ton premier brevet, tu payes la moitié de ton premier brevet. Mais il faut bien peser le pour et le contre dans la balance. Qu'est-ce que ça va t'apporter, le brevet derrière? Parce que c'est pareil, enfin, demain, j'ai un concurrent qui vient empiéter un peu sur ma technologie, qui fait un peu comme moi. Est-ce que déjà je suis en capacité financière d'aller l'attaquer et d'aller défendre mon brevet? Donc, à voir. Et alors, ces réflexions-là, parce qu'elles sont poussées, comment elles sont venues du coup elles sont venues grâce à l'aide de Pépite, à l'aide de... En fait, non. En fait, Pépite, c'était vraiment les bases. Ça veut dire que... Comment ça veut dire que derrière, moi, j'ai été... derrière, moi, j'ai été quand même été sollicité par la... Enfin, j'ai sollicité et maintenant, je fais partie de la French Tech de Bordeaux. Donc, je suis incubée dans un incubateur de jeunes startups. Et en fait, la première année, on a des cours tous les vendredis pour déjà quelle relation on a avec nos partenaires. Ça veut dire ça va de l'expert comptable, qu'est-ce qu'on doit attendre d'un expert comptable, mais aussi de la banque, d'un cabinet en propriété intellectuelle, par exemple pour le dépôt de brevet. Donc voilà. Et c'est là en fait que j'ai vraiment été un peu plus loin dans mon approfondissement par rapport à la création d'entreprise. Et est-ce que tu peux nous dire, du coup, Quentin, à l'heure actuelle, du coup, où tu en es? Est-ce que c'est qui tes clients? Comment ça fonctionne pour toi, l'entreprise? Est-ce que ça va? Voilà. C'est quoi l'actu du moment? L'actu du moment, moi, elle est plutôt, elle est mitigée. C'est-à-dire que d'un côté, moi, j'ai des clients qui sont intéressés par le produit. J'ai mon produit qui est validé, j'ai un peu, tout qui fonctionne bien. Et le seul problème, c'est un peu l'environnement mondial. Ça veut dire la pénurie de composants électroniques qui impacte un peu ma production et du coup, pas de production, pas de vente derrière. Donc ça, c'est quand même un gros problème. Et après, on s'habitue à tout dans la vie, donc il faut trouver des solutions. Tu as demandé à l'université ouais, après, c'est vachement technique, donc je pense pas qu'ils en auront, mais sinon, ils me sont donné. Mais donc voilà, non, mais après, par contre, par rapport à la preuve de concept, par rapport à tout, derrière, il y a quand même pas mal de choses positives qu'il y a derrière, et on sent quand même de l'engouement de la population française. C'est écologique, franchement des abeilles, etc. Donc on sent quand même pas mal d'engouement. Et ça fait toujours chaud au cœur. Donc là, tu dis, voilà, tu as des clients qui sont prêts, mais il manque encore du coup des composants électroniques, la matière première pour pouvoir produire et du coup vendre. Ouais. En fait, c'est-à-dire que j'ai quand même fait un petit stock. Hein. Mais en fait, là, ce qui manque, c'est vraiment la sérénité. Ça veut dire se dire, là, il me faut ça, je commande ça et j'en ai pour 3 semaines de livraison. Tandis que là, on n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que le marché, il est tendu. Il faut limite prévoir 1 an à l'avance pour ce qu'on a, etc. En tant que jeune entreprise, c'est pas des petits montants qu'il faut avancer. Ça veut dire que pour faire du stock, on parle là de peut-être, ça va être de 70 à 100 000 euros de composants. Donc, il ne faut pas se louper sur le choix et la commande. Donc, ça, c'est quand même une grosse difficulté. Maintenant, je commence à me mettre à m'intégrer dans le milieu, donc à voir comment ça se passe, etc. Mais on verra par la suite comment ça va se goupiller. Maintenant, pour la petite histoire, j'ai quand même candidaté à un appel à projet pour faire des balances pour chiens et chats. Ah oui? Ah oui. Tu restes dans le sujet. Ouais, dans les balances. Mais alors, c'est quoi pour peser les animaux? Non, ça serait pour quoi? Ça serait pour peser les animaux. Oui, c'est ça. En fait, c'est pour essayer de détecter l'obésité ou des choses comme ça. Et après, un appel à projet, il y a quand même pas mal de candidatures, etc. Donc, voir si on le récupère. Mais ça aussi, ça peut être aussi une source de financement. À la place de partir de son idée et de créer son entreprise,
regarder ce que les entreprises ont besoin et répondre à leurs problématiques. Comme ça, déjà, la recherche du client, on n'a pas forcément besoin de la faire. Oui, c'est un cabinet de propositions d'innovation en fonction des besoins des entreprises. C'est ça. C'est ça. Après, de toute façon, il faut s'adapter à mon avis. C'est ça. Il y a d'autres questions? Pour revenir sur le sujet, là, avec Quentin, on est en train de discuter parce qu'il y a des pôles d'activité qui se créent, il y a des clusters, notamment dans l'agriculture connectée. Et il y a Green Tech Valley qui s'est créé à Orléans, en marge du labo. Et justement, ces problématiques-là, de répondre aux problématiques posées par ça peut être la Chambre d'agriculture ou autre, de permettre à des jeunes pousses de dire bah, oui, moi, je peux répondre à vos problématiques, voilà l'architecture que je me pose, que je peux vous proposer, les acteurs autour de moi, partenaires ou distributeurs ou autres, peuvent apporter des solutions, et puis emporter en effet un projet et pouvoir délivrer avec une commande derrière, parce qu'il y a un réel marché, il n'y a pas de clients à chercher. Ou, dans un premier temps, il n'y a pas de clients à chercher. Ça, c'est des choses qu'on discute, et normalement, Quentin nous rejoint début avril, justement, pour au niveau du cluster d'Orléans, sur un séminaire de capteurs innovants, et il y a des intervenants de l'agriculture, donc pas toujours être électronique, qui ont des problématiques, qui veulent trouver des solutions, des partenaires pour y répondre. Super. Une source de clients potentiels. Après, l'agriculture connectée, en ce moment, ça va un peu dans tous les sens. Ça veut dire qu'il y a une idée, on la développe, et derrière, ça répond aux besoins. J'ai vu la dernière fois à la radio qu'ils avaient fait un petit collier pour les vaches, où on peut définir le périmètre de sécurité des vaches, et à partir de ce périmètre-là, ils ne peuvent plus franchir. Oui. Donc, c'est pour la sécurité des vaches. Mais en fait, il y en a vraiment partout, des objets connectés pour l'agriculture. Et c'est vrai que, pour moi, je te rejoins, c'est que c'est en plein boom d'un point de vue économique. On est en plein boom, une société sur Clermont-Ferrand qui, justement, fait des systèmes, c'est en train de sortir, on parle de millions de pièces par an. C'est pour des élevages de cochons. Et c'est du suivi de paramètres physiologiques du cochon et de son espace vital. Justement, il y a la géolocalisation de sa naissance jusqu'à la mort. Okay. Ça, c'est un des exemples. D'autres exemples, vous avez aujourd'hui des parcelles bio, on parle plus de 3-4 hectares, on parle de plus de 200 hectares. Et vous avez la problématique de la détection du grattage. Ils ne peuvent pas mettre le produit en préventif. Il faut qu'ils soient informés du type d'insecte qui est amené à traverser les parcelles. Et donc, vous êtes obligé de faire un rayage via des capteurs et de déployer des solutions connectées au cloud pour avoir les alertes en temps réel. Donc, la problématique est très complexe. On peut intégrer des modèles d'intelligence artificielle pour être à même de détecter le bon insecte et d'envoyer la bonne alerte. Pour que l'agriculteur soit sollicité, se présente avec des produits qui sont permis pour sa parcelle, et pour ce type de culture, et avoir le maximum de performance sur la parcelle en termes de protection. Vous avez d'autres problématiques où aujourd'hui la législation européenne est en train de regarder les mises en silo, les protections des cultures bio, parce que vous avez des normes sur la production, mais vous n'avez pas forcément les normes applicables sur la protection de ce qui a été produit pour la mise en silo. Donc vous avez des cultures bio qui, en fin de compte, ne sont pas si bio que ça, du fait après de la conservation de l'eau céréale. Donc ça aussi, il y a des problématiques de détection, d'analyse en temps réel. Que du télécom, c'est du mariage. Tout à l'heure, on avait une question sur la sécurité. La sécurité embarquée, Quentin a travaillé sur des solutions technologiques. Aujourd'hui, vous avez certaines marques, elles sont peu nombreuses encore, qui proposent, ça va être un peu technique, mais certifié PSA niveau 3, qui vous permet même d'avoir des anti-dumpers. Alors, les anti-dumpers, c'est que vous avez des gens qui
vont analyser la consommation de votre équipement et puis par l'analyse de cette consommation sur des échanges de clés, donc quand vous faites de la crypto, vous codez, eh bien, vont être capables de détecter les 0 et les 1 qui correspondent à cette clé. Vous avez des solutions par rapport à ça. Et sur un des redesigns de Quentin, c'est une solution justement PSA niveau 3. Donc ça, c'est un exemple. Après, il y a aussi les modèles crypto, il y a la sécurisation de cloud. Il y a de quoi faire dans ce domaine. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on pourra prolonger les échanges du coup plutôt techniques après, juste pour voir s'il y a d'autres questions pour le projet de Quentin. Ouais. Alors, moi, j'ai une question par rapport au forecast. Vous avez parlé de gestion de stock. Alors, vous vous basez sur quelle histoire? Pouvoir bien gérer le stock derrière. Et maintenant, avec ce vérité. Moi, j'ai une façon d'achat, déjà le prix de ma matière première, combien ça va me revenir. J'essaie de calculer ma balance pour dire qu'elle soit aux meilleures qualités de prix, déjà pour l'achat. Et derrière, je regarde aussi et j'anticipe aussi par rapport à la demande, combien je suis prêt à en écouler. En fait, c'est vraiment, il faut travailler d'un côté par rapport au distributeur, mais il faut aussi travailler aussi d'un côté combien toi, tu es capable d'en fournir. Okay. C'est-à-dire que chaque matière première, ça sera un stock différent. Et derrière, il faudra que tu regardes un peu aussi par rapport à ta trésorerie, combien tu peux déjà t'en fournir dans un premier temps et voir comment tu peux négocier ça avec ton fournisseur. Donc, ça dépend. Oui, je suis d'accord, mais supposons que vous gonflez le budget et que derrière, vous n'arrivez pas à vendre assez autant que ce que vous avez fait le budget. Donc, cette étude-là, comment vous l'amenez alors que vous êtes une société jeune? Il faut que tu fasses. Il faut faire une étude de marché aussi, c'est-à-dire que tu te bases déjà sur tes concurrents, combien ils en vendent, et aussi quels moyens ils mettent en communication pour vendre leurs produits. Donc voilà, et ensuite, toi, tu regardes que toi déjà, tu es prêt à mettre comme moyen de communication, le prix que tu vas faire sur ton produit et la qualité de ton produit par rapport à la concurrence pour à peu près estimer ton nombre de ventes. Mais après, il faut savoir qu'au début, il ne faut pas s'enflammer. On vend quelques pièces, c'est déjà pas mal. Et après, ça va aller Après, surtout le bouche à oreille, des choses comme ça qui vont faire que ça va se déclencher. L'important de penser grand, mais démarrer petit. Puis voilà, au départ, l'objectif, c'est de faire peut-être un petit modèle pour un client. Puis après, si ça fonctionne, on grossit, mais il ne faut pas penser grand directement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aimerais bien savoir, en fait, quels seraient vos conseils pour un étudiant qui n'oserait pas se lancer. En fait, des fois, il ne faut pas se poser la question, justement, il ne faut pas réfléchir. Parce qu'il y a toujours une notion de risque quand on dit créer une entreprise, comment on appréhende le risque. Après, moi, ce que je pense, pour les étudiants qui veulent se lancer, c'est déjà prendre un domaine qui leur plaît. C'est-à-dire qu'ils vont passer beaucoup d'heures sur leur projet, sur leur travail. Autant choisir quelque chose qu'ils aiment, comme souvent, ça leur fera plaisir toute l'année. Donc ça, c'est le premier truc que je dis. Et après, par rapport aux risques, chacun connaît ses risques. C'est-à-dire que moi, je connais des entrepreneurs qui ont créé leur entreprise avec 2 000 € de capital et qui s'en sortent très bien maintenant. Enfin, leurs entreprises, elles sont à 2 millions en capital, quoi. Donc, pas en capital, mais en chiffre d'affaires tous les ans. Donc, c'est pas parce que la notion de risque, elle est quand même vachement... on peut sécuriser les choses, si vous voulez. Derrière aussi, le rôle d'un entrepreneur, c'est aussi de savoir trouver des financements. C'est-à-dire que son premier travail, c'est de trouver des financements pour faire marcher son entreprise. Et pour une jeune start-up, en fait, il va au début, comme j'avais expliqué tout à l'heure, c'est de la long money. Donc, ça veut dire que c'est tout ce qui est l'argent de la famille, des amis, etc. Donc là, c'est le seul risque, c'est cet argent-là. Ensuite, après, il faut voir des investisseurs, il y a des prêts d'honneur, il y a des subventions d'État, il y a des appels à projets, il y a pas mal de choses, donc ce n'est pas notre argent, donc le risque il est minime. Par contre, le seul risque, c'est de passer du temps
sur son projet, mais à la base, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire quelque chose qu'on aime. Comme ça, le risque, il est plus haut. Enfin, justement, à quoi ressemble une journée type d'un entrepreneur? La journée type. Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que j'ai fait hier? C'était une bonne question. La journée type, c'est que déjà, moi, je me dis que le réveil le matin, je ne mets jamais de réveil. Parce qu'il faut que je sois en mode plein d'énergie, il ne faut pas que je sois fatiguée, il faut que je sois prêt à affronter ma journée. Donc, c'est-à-dire que je me réveille quand mon corps est suffisamment rechargé. Tu travailles à quelle heure généralement? Ça dépend si je suis couché. Non, ça va. Enfin, ça varie. Mais en fait, on a tellement de trucs dans la tête qu'au final, dès qu'on se réveille, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, donc on ne se rendort pas. Donc, tant qu'on a ces choses à faire. Mais en moyenne, je pense que je me réveille peut-être entre 7h30 et 8h. Et après, je commence. Après, ça dépend, parce que des fois, on a des deadlines, donc je me réveille un peu plus tôt. Mais souvent, je commence ma journée à 9h et elle se termine quand elle se termine. Donc, ça peut aller, des fois, ça peut aller jusqu'à 23h, ça peut aller jusqu'à 21h, ou c'est très, très rare. 17h, c'est vraiment que c'est rare quand même, mais ouais, souvent, c'est 21h. 21h. Et des fois, et là, maintenant, je suis arrivée à un stade où c'est un week-end sur deux. Je travaille aussi sur mes colos. Parce qu'il faut. Et en termes de tâches, un peu, voilà, réalisées, ça varie. Est-ce que c'est du démarchage? Est-ce que c'est du budget? Est-ce que c'est le prototype, un échange avec un apiculteur? Voilà. C'est quoi un peu du prototypage? Il y a aussi beaucoup de management, formation des stagiaires ou formation des nouveaux entrées dans l'entreprise. Je peux préciser du coup, management, il y a combien de personnes de niveau? Ça varie, hein, ça va de 4 à. Enfin, en termes de qui sont là tout le temps, ouais. On va de 4, on peut monter jusqu'à 8 en fonction des stagiaires, etc. Donc là, il faut que tu fasses le point avec eux sur un peu leur liste de choses à faire, répondre à leurs questions. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est pour ça aussi que j'essaye par rapport au recrutement, de prendre vraiment des profils qui sont autodidactes et autonomes, parce que c'est quand même difficile d'être constamment en train d'aider une personne. Mais sinon, s'ils prennent aussi des freelances, ça permet d'avoir déjà de l'expérience, quelqu'un qui est prêt à travailler tout de suite sans forcément le former. Mais du coup, il y a quand même pas mal de management. Après, c'est un petit peu de développement, mais le développement, c'est vraiment encore minime. C'est-à-dire que j'aimerais bien y passer un peu plus de temps, mais dans ma semaine, je n'ai pas assez pour dire de faire ça. Et derrière, il y a tout ce qui est marketing, communication. Marketing, c'est encore ça, c'est du management. Ça veut dire parler, faire des réunions, dire comment on voit l'orientation de la marque, comment on voit, pareil par rapport aux stratégies de com, de marketing, etc. Ensuite, il y a tout l'aspect business, donc les rendez-vous avec la banque, avec le responsable, avec les investisseurs. Pour l'instant, il y a comme ça, donc ça va. Mais il y a quand même, faut quand même rendre des comptes, faut quand même. Il y a toute la partie business plan où la trésorerie doit être actée à la fin du mois pour qu'on arrive aussi à se projeter sur 3 mois, mais aussi sur 1 an. Enfin bref, il y a quand même pas mal de travail. Donc, ouais, en fait, une journée type d'un entrepreneur, c'est jamais la même que la veille. Ça, c'est-à-dire que la veille, on fait de la communication, le lendemain, on se retrouve dans un champ avec un apiculteur et quelqu'un de ruche. Voilà. Alors, nous, à la Fondation, on croit beaucoup à la force des réseaux aussi, des échanges entre les entreprises. Là, vous êtes à la Fondation Bordeaux, c'est oui, ça? C'est bien ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose, ce réseau aussi, est-ce que c'est un apport pour vous ou finalement vous considérez que vous pourriez faire sans, c'est-à-dire d'utiliser juste les questions, ce qu'on vous apporte sur, si j'ai bien compris, les conseils juridiques, éventuellement comptables, enfin voilà. Mais est-ce que le fait d'être avec d'autres entreprises, voilà, pour vous, le réseau, c'est important? La French
sais que, en fait, il y a plusieurs réseaux. Ça veut dire que, pour moi, je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai quand même un réseau technique d'entreprises qui se connaissent tous plus ou moins, mais j'ai également aussi un réseau vraiment entrepreneur. Ça veut dire que, je pense que toutes les startups, en tout cas la majorité des startups d'Aquitaine, je les connais et je sais que je leur parle quand même, je leur parle de temps en temps parce que, là, ce logiciel, j'en ai marre, pour en trouver un autre, c'est la personne qui va te dire, celui-là, prends celui-là, il est très, très bien, en plus tu payes pas cher, etc. Et en fait, il y a tout dans le réseau de ce côté-là. Après, la French Tech, c'est quand même c'est un gros truc et c'est un truc qui est vraiment en train de prendre de l'ampleur en France. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus subventionné par le gouvernement et je pense que pour un entrepreneur, l'étape French Tech, elle est très, très, elle est importante quand même parce que c'est en fait c'est tous les entrepreneurs qui sont là-bas et en fait unis, on va plus loin que ils sont petits tout seuls. En fait, j'étais déjà un peu un étudiant, un peu entrepreneur. donc il n'y a pas trop de gros changements, c'est quand vraiment on crée l'entreprise. Là, ça veut dire qu'à partir où on signe, là, c'est un. Mais c'est parce qu'en fait, tout est un peu aussi rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a des charges tous les mois et du coup, il faut créer le plus vite possible, pour commencer à vendre le plus vite possible. Et après, c'est vraiment. Donc je pense que c'est vraiment qu'on crée l'entreprise qui a un gap. Et après, le changement, il va se faire tout seul. Mais en fait, on va forcer un peu le changement par la chose, les choses en fait vont faire que on va changer, on va faire ce changement, on va opérer ce changement par rapport à la trésorerie. C'est-à-dire qu'au final, être entrepreneur, c'est-à-dire que la première personne qu'on va venir solliciter, c'est nous en fait. C'est-à-dire que le pouvoir de décision, c'est nous-mêmes et ça va du stagiaire jusqu'au fournisseur ou jusqu'à quelqu'un qui va gérer les finances, etc. Derrière, on ne sera pas forcément hyper compétent dans le domaine, mais c'est nous qui allons avoir le pouvoir décisionnaire. Donc, il faut vraiment avoir cette posture d'entrepreneur pour prendre les bonnes décisions, même si par la suite, on se rend compte que ce n'était pas forcément une bonne décision. Mais c'est ça, en fait, c'est cette force des choses qui vont faire qu'on devient vraiment un entrepreneur. Je vais être la gardienne du temps. La table ronde arrive bientôt à sa fin. Tout à l'heure, Quentin, tu regrettais en fait que peut-être on ne donne pas suffisamment d'informations aux étudiants sur la possibilité d'être étudiant et entrepreneur à la fois. Donc, je pense que ça peut être intéressant qu'on finisse justement sur les différentes portes d'entrée en fait quand on est étudiant à l'Université de Rennes pour être accompagné à l'entrepreneuriat. Donc, moi, j'en vois 3. Donc, il y a d'abord le service d'orientation, insertion et entrepreneuriat, qui a des missions plus larges, orientées, accompagner à l'insertion professionnelle, mais aussi accompagner les étudiants entrepreneurs qui vont venir toquer à la porte. Donc, on va vous mettre dans le chat le lien vers le site du SWOC, où vous allez retrouver en fait tous les dispositifs que l'on propose de sensibilisation, de formation à l'entrepreneuriat. Et évidemment, on travaille en étroite collaboration avec Pépi Bretagne et la Fondation Rennes. Donc, je pense que là aussi, peut-être donc Barbara va pouvoir nous clarifier un petit peu l'offre et puis faire peut-être un focus ensuite sur le startup. Juste pour présenter, le Pépi Bretagne, c'est l'outil commun des établissements de l'enseignement supérieur breton pour promouvoir cet esprit d'entreprendre et accompagner un petit peu plus de détails sur le pré-incubateur qui est le startup. Alors, il faut savoir aussi que les pépites, c'est des
pôles entrepreneuriat, c'est au niveau national, donc il y en a 33 en France et en Outre-mer. Donc sachez que si vous êtes amené à étudier à Bordeaux pour rejoindre Quentin, vous pouvez aussi solliciter le Pépite de Bordeaux. On a 2 missions principales. La première, c'est la sensibilisation à l'esprit d'entreprendre. Donc, on participe justement à ce type d'action. On est en soutien avec les établissements. On a des actions, on a 2 actions phares. Donc, souvent, moi, je dis que l'entrepreneuriat, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est curieux. Du coup, déjà, voilà, vous avez aussi fait l'effort de venir ici. Donc, c'est une première étape dans la curiosité. Et ça passe aussi par la découverte en fait, de dispositifs de sensibilisation à l'esprit d'entreprendre. Donc, il y en a énormément développés par l'Université de Rennes, comme Challenge Digital Transformer. Il y a un autre challenge qui arrive Sustainability Transformer. Sustainability Transformer. Il y a des initiatives voilà, dans vos établissements, donc n'hésitez pas à les solliciter et à y participer. Au sein du Pépite, on a une action aussi qui s'appelle l'Une idée pour mon territoire, où c'est soit sur une journée ou 2 journées, vous avez du coup une problématique qui vous est donnée par une agglomération innovante. Donc là, c'est le 14 et 15 mars pour Rennes, du coup, ça sera sur la thématique des déchets. Et vous avez aussi un autre dispositif qui s'appelle Fabrique ta pépite, où l'idée, c'est de travailler en équipe disciplinaire. Donc, soit vous venez en disant, j'ai des compétences dans les objets connectés, dans l'électronique, mais je n'ai pas d'idée. Et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui cherche à développer une balance pour l'obésité des chats. Et du coup, vous allez du coup constituer une équipe pour travailler sur ce projet-là, puis avoir du coup des modules de formation et être accompagné par un coach. Donc ça, c'est sur la partie sensibilisation, on va dire, c'est de la découverte, il n'y a pas d'enjeu. Et le deuxième dispositif, donc, c'est accompagner des étudiants et des jeunes diplômés avec un statut qui est national, qui s'appelle le statut national d'étudiant entrepreneur. Ce n'est pas un statut juridique, c'est un statut social. Donc, ça veut dire que quand on nous pose la question statistique dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez dire que je suis étudiant et entrepreneur. Ça rassure beaucoup vos parents. Et vous avez surtout, du coup, un accompagnement qui vous est proposé par une équipe de professionnels du Pépite, mais vous avez aussi, du coup, des formations, des ateliers. Sur la plaque UNIR, du coup, c'est plus de 115 étudiants qui ont ce statut-là. Il y a 5500 étudiants qui ont ce statut-là en France. Et ça vous permet, du coup, voilà, d'avoir du contenu de formation, d'avoir un mentor et de bénéficier aussi d'une communauté d'entrepreneurs, parce que c'est important aussi quand on crée de ne pas être seul avec ces questions. Mais voilà, je pense que tu as dû échanger. Bon, après, c'est plus en mode confinement avec les autres étudiants entrepreneurs, mais voilà, on a des problématiques, par exemple, quand on a 20 ans et qu'on veut créer, c'est bien de les confronter aussi à des gens qui ont 20 ans et qui veulent créer. Donc ça, c'est avec le statut national d'étudiant entrepreneur. J'ai du coup des petites documentations juste en bas si vous voulez après en savoir plus. Et on pourra mettre aussi le lien dans le chat. Et donc, quand vous avez envie d'aller plus loin et d'accélérer un petit peu le travail sur votre projet pendant vos études, là, la Fondation va pouvoir rentrer en jeu et vous accompagner sur la période de stage, en substituant en fait votre stage par votre projet entrepreneurial. Donc, on a mis la diapo là sur la Fondation. Peut-être Myriam qui veut bien nous présenter l'offre en fait, d'accompagnement. Ouais. Alors déjà peut-être situer la Fondation. Donc la Fondation Rennes, ce n'est pas forcément un outil qui est très très connu et pourtant c'est un outil important pour l'Université de Rennes, qui existe depuis 2010 et qui est entièrement financé par des mécènes. Des grands groupes, des TPE, des PME, des particuliers, des alumni. Donc, ce sont des gens qui ont donc confiance dans l'Université de Rennes. Je pense que cette notion-là, elle est importante. Ça veut dire qu'ils ont envie d'investir à nos côtés, donc de manière philanthropique, parce que ce sont des mécènes, et ils nous font confiance pour la bonne utilisation de ces fonds. Évidemment, on doit rendre des comptes, mais globalement, ils nous font confiance. Et donc, on a 4 grands axes de soutien. On est dans une université scientifique à Rennes. Donc, la question du soutien à la recherche, elle est forcément très importante. Donc, on a différentes actions. On soutient le développement international, l'accueil d'étudiants internationaux et la mobilité sortante. On a des actions
de solidarité qui, malheureusement, se sont encore amplifiées depuis ces derniers temps. Et puis, des actions qui sont liées à l'insertion professionnelle. C'est dans ce cadre-là qu'on va situer aujourd'hui. Ah. Je parle trop. Sur l'insertion professionnelle, voilà, vraiment, l'idée, c'est d'accompagner à la fois pendant les cursus, donc sur la recherche de stage. Donc là, la force de notre réseau est importante. À la fois d'acculturer aussi les étudiants en entreprise. On a des dispositifs comme les parrainages de formation, par exemple. Je sais pas si certains en ont bénéficié. Mais l'idée, en fait, c'est toujours de faire se rencontrer, on va dire, l'entreprise et la communauté académique, donc étudiants ou enseignants, chercheurs, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, cette dimension humaine, ce côté facilitateur, créateur de liens. Et donc, sur l'entrepreneuriat étudiant, naturellement, on est venu, même si c'est finalement pas tout à fait dans notre champ immédiat, mais parce que, évidemment, on travaille avec les entreprises, on travaille avec les étudiants, donc des étudiants qui veulent devenir entrepreneurs, ça en étroite collaboration avec les pépites. Hein, c'est vraiment dans ce cadre-là que nos dispositifs s'inscrivent. Donc, comme on l'a indiqué, l'idée, c'est d'être facilitateur pour un étudiant pour prendre ce risque justement de pouvoir réfléchir à son concept, le développer. C'est comme tout le monde, il a aussi besoin de vivre, il a aussi besoin de valider auprès de sa formation d'un stage. Nous, voilà, au lieu qu'il aille faire son stage dans une entreprise externe, on lui permet effectivement, via une gratification de stage, de bénéficier, de pouvoir faire son stage pour son propre projet. Donc, voilà, ce financement, donc, vous avez mis quelques chiffres, voilà, c'est à peu près 15 000 € par an qu'on consacre à ça. Donc, on peut quand même aider plusieurs étudiants. Bon, c'est jamais suffisant, mais voilà, c'est déjà ça. Et puis, la force du réseau, voilà, c'est de pouvoir aussi solliciter éventuellement des entreprises dans le domaine d'activité ou ça peut être aussi des experts comptables, des juristes, je veux dire tout ce qui peut être en lien et qui peut aider, accompagner un étudiant entrepreneur. Eh bien, voilà, la Fondation va pouvoir aussi avoir cette facilité pour apporter ça. Donc, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler longtemps. Mais voilà, si vous avez des questions sur la Fondation, je peux aussi y répondre. Je pense que tu as été claire, il n'y a pas de questions. Donc je vais vous remercier. Je vais remercier Myriam et Barbara pour leur intervention sur cette table ronde. Et je vais finir donc par remercier Quentin. Voilà, on a été ravis de t'accompagner pendant ton cheminement à Rennes. C'est une très belle rencontre. Je pense que le témoignage il est très inspirant, plein de maturité. Je pense que tout le monde a beaucoup apprécié. Donc, un très grand merci à toi. Et puis, belle vie à Nicolo. On va te suivre encore. Ouais. Sur du coup, je vais faire le mot de la fin. Voilà. Je te laisse sur le mot de la fin. Déjà, juste en passant, je rajoute une information. Mais il y a, en fait, Pépite ne veut pas dire on ne peut pas rejoindre la French Tech. C'est-à-dire qu'il y a un étudiant de Rennes, si je ne dis pas de bêtises, hein, il y a un étudiant de Rennes qui a intégré Pépite et qui a justement été lauréat des French Tech tremplin comme moi. Et là, en fait, il a pu justement avoir les 42 000 € de financement pour créer son entreprise. Et pour accompagner les étudiants, alors il y a des critères sociaux, politiques de la vie. Voilà. Pour les accompagner, leur donner un coup de main. Donc, n'hésitez pas à postuler à ce dispositif-là. Et donc, être passé par Pépite, c'est toujours un plus pour ensuite aller défendre son dossier à French. Mais on peut être étudiant entrepreneur et après être French. On a accompagné du coup Mathis l'année dernière, qui était lauréat French Tech Tremplin et qui était aussi accompagné par. Parce que Pépite Bretagne est labellisé comme plusieurs incubateurs sur Rennes. Merci pour cette précision. Non, mais du coup, moi, je voulais juste remercier un peu la Fondation de Rennes, Barbara, Laure et Cécile, qui est absente de ma part. Qui s'excuse.
qui est valable. Voilà. Ouais. Pour cet accompagnement du côté un peu entrepreneuriat, création d'entreprise, etc. Après, moi, je remercie un peu, je ne vais pas faire au cas par cas pour tout le monde, mais je vous remercie tous de vous être déplacés et d'être venus pour le lancement officiel de Micolo, parce que je le souligne, pour nous, aujourd'hui, c'est un événement un peu particulier, c'est qu'on va commencer nos premières ventes de produits connectés. Et en fait, ce que je voulais, en fait, c'était vous réunir tous dans une même salle pour vous remercier de m'avoir supporté, de m'avoir aidé, de m'avoir inspiré et d'avoir été là en fait pour moi pendant tout ce cursus de création d'entreprise, aussi bien pour les personnes techniques que pour les anciens camarades de classe, que pour les étudiants, que pour les enseignants qui m'ont aidé. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, ainsi va s'achever ce troisième proto.